Namasté. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. On va avoir la magnifique conférence de l'Ocana. Déjà, on a commencé avant. Là, on avait tellement hâte de commencer avec vous. Il y a un enthousiasme présent. C'est fébrile de mon côté, du moins. Mais je pense que l'Ocana aussi, elle est très, très enthousiaste à partager avec vous. Aujourd'hui, on va avoir une centration, une intention qui va être créée également. Mais je vais laisser le plaisir à l'Ocana de le faire. Elle va pouvoir ajouter les mudras parce que les mudras, ça intègre tellement bien dans les intégrations. Puis comme elle est la spécialiste, l'experte, je vais lui laisser toute la place pour ça. Mais parfait. Alors écoute, effectivement, tu as raison. Pour explorer, ne fût-ce que le yoga en général, déjà, il faut avoir une ouverture et une curiosité d'esprit, une ouverture de cœur aussi. Et pour les mudras, encore plus, je dirais. Parce que les mudras, c'est vraiment un yoga que l'on retrouve au bout de nos doigts, parce qu'on va s'intéresser aujourd'hui surtout au Hasta Mudra. Hasta, ça veut dire main, ça veut dire doigt. Donc, on va s'intéresser à ce groupe de mudras-là. Dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est donner un petit peu des indications plus théoriques, puis ensuite, on va rentrer dans une pratique, parce que très souvent en Inde, l'art et la science des mudras se faisaient en privé, c'est-à-dire d'un professeur à un élève, et tout était fait pour répondre à la fois aux besoins de cet élève-là, à ses capacités à la fois de percevoir tout ce qui peut se passer sur le plan intérieur quand on met le corps, quand on met les doigts dans une certaine position. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est vous nommer que déjà, il y a 5 grands groupes de mudras. Il y a d'abord les Hasta Mudras, dont je viens de parler succinctement, c'est-à-dire, ça veut dire les mudras que l'on peut faire avec les mains, ou même avec les bras, parce qu'il y a une catégorie qui existe comme ça. Et dans ce groupe-là, des mudras des mains, par exemple, il y a aussi des familles. Et dans chacune de ces familles-là, il peut y avoir, par exemple, je mets les bouts des doigts d'une main et de l'autre main ensemble. Je peux avoir les doigts de chacune des mains qui ne se touchent pas. Et je peux avoir des mudras plus complexes où, par exemple, je vais avoir les deux mains qui se touchent avec des positions de doigts qui sont très différentes l'une de l'autre. C'est toutes des différences qui sont à la fois minimes puis en même temps extrêmement importantes parce que les symboles sur lesquels les doigts vont représenter vont changer d'une famille à l'autre. Après les Hasta Mudras, il y a les mudras que l'on fait avec le corps. Il y a déjà des postures qui portent le nom de mudra. Je pense par exemple à Yoga Mudra. Je pense à Viparita Karani Mudra. Je pense à Mahamudra, pour ceux qui connaissent les expressions. Déjà dans la posture, on a le mot qui est mudra et qui vient justement travailler sur l'ensemble du corps d'une manière bien précise et bien avec une intention. Il y a une autre catégorie, un autre groupe qui s'appelle les mudras au niveau de la tête et des organes des sens. Alors à ce moment-là, on va utiliser des gestes qui vont faire bouger la tête ou la placer d'une certaine manière, les yeux, la langue. Et ici, on va retrouver par exemple des convergences oculaires qu'on va faire peut-être dans certaines postures où on va venir se regarder le bout du nez ou l'espace entre les yeux ou peut-être même le milieu du front. C'est des positions qui vont venir sceller des énergies dans le corps et qui vont faire partie éventuellement de l'exploration quand on fait des postures que j'aime dire plus avancées, pas nécessairement parce qu'elles sont plus compliquées à faire physiquement, mais parce que l'intériorisation qu'on va en faire, tout ce qu'on va observer sur le plan intérieur, ça va nous permettre de plonger de plus en plus profondément à l'intérieur de nous et de redécouvrir des perceptions, des sensations sur tous les plans. Il y a bien sûr les bandhas qui font partie d'une famille qu'on appelle parfois des mudras, parfois des bandhas. On a les plus connus. Et il y en a une cinquième qui s'occupe uniquement de tout ce qu'on peut faire au niveau du périnée. Fait que ça, c'est l'ensemble des groupes. Puis dans chacun de ces groupes-là, il y a encore quasiment, je dirais, un univers ou une multitude de postures, de positions de doigts. Après ça, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, le mot mudra, ça veut dire fermer, sceller les circuits d'énergie. Si jamais, en faisant des mudras, je m'aperçois
qu'il y a une sensation physique désagréable. Ça pourrait être une tension, ça peut être une douleur. Je défais la mudra à ce moment-là. Ça m'indique tout de suite qu'en même temps, l'énergie ne circule pas librement dans une certaine zone du corps et ça vient créer un inconfort. Si je garde en tête que le mot mudra, c'est de faire jaillir la joie, faire jaillir le plaisir, aussitôt que c'est désagréable, je défais tout simplement. C'est la première règle à respecter en tout temps. Comment est-ce qu'en mettant juste deux bouts de doigts ensemble, ça peut faire une énorme différence dans cet état intérieur? Vous avez ici le cerveau. Ça ici, c'est une coupe de l'hémisphère. Et je vais rapprocher un petit peu plus près de la caméra de telle sorte que vous allez voir comment est-ce que l'ensemble du corps est réparti dans le cerveau. Mais ce que vous voyez, c'est que la langue, puisqu'elle est ici, ensuite il y a la bouche qui prend énormément de place. Puis ça, c'est normal parce qu'on en a besoin pour parler. Puis ensuite, c'est la main et en particulier le pouce. Alors que le reste, par exemple, du tronc et puis des orteils prennent énormément moins de place. Quand je place, par exemple, mon pouce avec un autre doigt ou de l'autre main, peu importe, dans le cerveau, déjà, sur le plan physiologique, il y a des zones du cerveau qui s'activent et qui deviennent plus lumineuses. Et donc, si je mets deux doigts ensemble, que ce soit du même côté ou avec l'autre côté, ou les deux mains séparées, ce qui va arriver, c'est qu'à ce moment-là, je vais avoir d'énormes zones du cerveau qui vont être activées dans les deux hémisphères. Si je maintiens ce lien-là entre mes doigts, par exemple, le lien, l'influx nerveux va aller, bien sûr, dans mon corps, et à ce moment-là, ça va produire tout de suite une influence sur ma respiration. S'il y a quelque chose qui change dans ma respiration, inévitablement, il y a quelque chose qui va changer également dans mon état émotionnel. Et là, on va rentrer dans une pratique que je dirais plus profonde et en même temps plus subtile. Parce qu'on va rentrer au niveau du prana. Et c'est ça que parfois on sent des mouvements qui se produisent dans le corps. On sent que la respiration, par exemple, change, mais c'est en même temps pas la respiration mécanique. Parce que la respiration mécanique, c'est l'air qui entre et qui sort des poumons. Mais par exemple, ça vous est sans doute déjà arrivé, comme prof de yoga ou comme pratiquant, d'arriver puis de dire, bon, j'inspire par les talons et je fais monter ça jusqu'au bassin, puis j'expire par les jambes pour sortir, par exemple, toutes les tensions qu'il y a dans les jambes. On s'entend, c'est pas de l'air qu'il y a là. Mais c'est le prana, par exemple, que je peux sentir en imaginant et en ayant l'intention que j'inspire par les talons jusqu'au bassin ou même jusqu'au-dessus de la tête. C'est le prana que je vais sentir à ce moment-là. L'énergie qui est présente dans mon corps, elle vient d'où? Elle vient d'une immense sphère lumineuse que pour les besoins de l'explication, je vais placer au-dessus de la tête, loin dans l'espace. En sanskrit, on appelle ça le Mahaprana, c'est-à-dire le grand prana, qui est une formidable énergie. Puis ici, vous avez une espèce de représentation de cette immense sphère d'énergie qui comprend toute la conscience de l'univers, toute la conscience de chacun et chacune de nous, et qui éventuellement va s'individualiser. Alors, de cette grande sphère d'énergie, il y en a une plus petite qui s'appelle le prana, avec un grand P, qui va se matérialiser, si je peux dire ça comme ça, ou se décoller de cette grande sphère lumineuse pour éventuellement traverser différents champs de conscience, différents corps énergétiques que chaque être humain a. Supposons, toujours pour les besoins de l'explication, que cette énergie-là arrive et pénètre par le sommet de la tête. Elle va venir descendre tout le long de la colonne vertébrale pour activer les centres d'énergie, ces roues magnifiques, ces fleurs de vie qu'on appelle les chakras. Et de là, va partir vers différentes parties du corps pour activer
se retrouver dans ces rivières d'énergie qu'on appelle les nadis, qu'on pourrait aussi appeler les méridiens d'acupuncture ou encore les méridiens d'Ayurveda. Dans ces nadis, dans ces rivières d'énergie, ça va créer également des mouvements. Et les mouvements, ça le dit tout de suite, c'est toujours en mouvement, ça bouge toujours, c'est tout le temps en train de nous mettre en équilibre ou en déséquilibre, dépendant à la fois de cette énergie-là qui pénètre dans le corps, mais ça dépend aussi de ce qu'il y a autour de nous. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces mouvements-là vont aussi nous influencer avec des pensées, des émotions et des actions que l'on va retrouver dans notre quotidien, puis que là, à un moment donné, on va se dire, mais comment ça se fait que j'ai comme toujours tendance à faire la même chose? C'est peut-être aussi parce qu'un mouvement est dominant sur les autres, et à ce moment-là, il va créer une tendance. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y aurait des questions sur l'ensemble général de comment ça fonctionne les mudras? Parce qu'ensuite, on va plus mettre l'accent sur une vraie pratique. Oui, il y a un commentaire ici, Marie-Catherine, qui demande en combien de temps les mudras agissent sur l'influx nerveux. Très, très bonne question. Souvent, extrêmement rapidement. Ça dépend encore une fois de l'état énergétique dans lequel la personne est. Mais j'ai vu, moi, être dans une situation d'urgence où quelqu'un, par exemple, commençait à faire une crise d'asthme. Puis on s'entend, hein, quand une personne commence à faire une crise comme ça, c'est panique, état d'urgence, je veux mes pompes, elle ne les avait pas. Je lui ai proposé une mudra, en l'espace de 3 respirations, tout est revenu à la normale, elle s'est calmée et elle n'a pas enclenché la crise d'asthme qui était presque sur le point de se faire. Dans d'autres situations, ça pourrait prendre plus de temps, par contre. OK? Il n'y a pas de règle générale, mais en même temps, c'est souvent, très étonnamment, très rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer pour une pratique en se rappelant toujours geste de conscience, geste de puissance. Dans ce que je vais vous proposer, ce qu'on va observer, ça va être d'une part la respiration, les choses qui vont changer au niveau de la respiration. On va observer les émotions. Est-ce qu'il y en a une qui est dominante? Est-ce qu'il y a un état émotionnel qui est neutre? C'est aussi un état émotionnel. Est-ce que les pensées sont présentes sous forme de mots, de phrases, d'images, de films qui se déroulent? Juste un flash. Ça pourrait être aussi sous forme de forme géométrique ou encore de couleurs. Tout a son importance. Alors, je vous suggère d'avoir votre papier, votre crayon pas trop loin pour éventuellement prendre des notes à la fin de la pratique. Je vais vous laisser, je vais vous le dire à ce moment-là pour que vous puissiez noter les choses qui sont les plus importantes pour vous. Alors, imaginez pendant quelques instants que ce qu'on va s'apprêter à faire, c'est de prendre un rendez-vous à la fois amoureux, lumineux, avec la personne la plus importante sur cette planète pour nous, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise. Vous pourriez également être assis au sol. Prenez quelques grandes respirations profondes et expirez complètement. Sentez qu'à chacune de vos inspirations, vous vous installez un peu plus dans une qualité de présence, présence au corps, présence au cœur, présence à l'esprit. Sentez comment votre dos est droit tout en conservant ses courbures naturelles. Laissez les épaules se détendre, se relâcher. La tête se placer bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale.
Portez votre attention à la base de votre colonne vertébrale et imaginez une petite flamme que vous allez faire grandir avec chacune de vos inspirations, jusqu'à ce que cette flamme-là se rende au niveau de la tête, laissant la colonne vertébrale de plus en plus droite, de plus en plus souple, purifiée de toutes les impuretés pour mieux faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Inspirez, nourrissez cette flamme à travers toute la colonne vertébrale. Et à l'expiration, laissez les épaules fondre comme de la cire jusqu'à la pulpe de vos doigts. Et puis vous allez imaginer loin dans l'espace, au-dessus de votre tête, près des étoiles, peut-être même près de votre bonne étoile, cette immense sphère de lumière avec laquelle vous êtes relié, et vous allez imaginer qu'un fil ou un tube pénètre par le sommet de votre tête. Imaginez des particules de lumière qui viennent illuminer tout votre cerveau. Et pour vous assurer que tout se déroule dans l'axe, vous allez retourner la langue vers l'arrière des dents pour commencer. Puis ensuite, glisser la langue de plus en plus loin sur le palais. Et vous allez arriver loin dans la bouche où vous avez le palais dur qui relève un peu et le palais mou qui descend, lui, vers l'arrière encore. Venez placer la langue à cet endroit-là. Vous allez ouvrir ce qu'on appelle la porte du palais et si vous êtes attentif, vous allez peut-être avoir la tête qui va basculer, qui va se replacer bien en équilibre. Puis ensuite, vous relâchez la langue. Et vous laisserez cette pure lumière, cet amour infini, continuer de glisser dans votre gorge, dans votre poitrine, remplir l'espace du cœur, descendre dans votre ventre. Et vous pourrez même imaginer que de cette immense sphère lumineuse loin dans l'espace, il y a une pluie de particules de lumière qui viennent entourer votre corps pour créer un espace sacré de pratique. Profitez-en pour venir déposer dans l'espace de votre cœur une intention qui vous est personnelle. Prenez quelques instants ici pour observer votre respiration naturelle. Assurez-vous que si vous êtes en position assise, vous n'avez pas les jambes ni les chevilles croisées, à moins d'être assis au sol, bien sûr, que vos mains sont libres, paume de main offerte vers le ciel ou tournée vers le sol sur vos cuisses ou vos genoux, mais que vous n'avez aucune mudra. Et observez votre respiration naturelle. Peut-être que votre respiration est un petit peu plus abdominale. Si elle est abdominale, est-ce que vous la sentez sur les côtés de votre corps, sur vos hanches, ou peut-être même dans le dos? Si vous avez une respiration plus thoracique, est-ce que vous sentez bien le mouvement d'ouverture sur les côtés, de fermeture de toute l'ensemble de la cage thoracique, un peu comme un accordéon qui s'ouvre et qui se referme? Pouvez-vous sentir le mouvement aussi d'expansion vers l'avant et dans le dos? Et si votre respiration est plus haute au niveau de la poitrine ou même des clavicules, sentez le mouvement vers la tête, puis ensuite qui redescend. Est-ce que vous pouvez percevoir aussi votre respiration sur vos épaules, dans le haut du dos, presque au cervical?
Observez bien. Ce sera votre étalon. Et puis, vous allez joindre le pouce et l'index de chacune des mains. OK? Bout à bout. Si vous avez un doute, regardez à l'écran, je mets ma main pour bien sentir le mouvement. Alors, attention ici. Le pouce n'est pas par-dessus l'index n'est pas écrasé non plus. C'est juste au bout. Ça va? Et vous allez déposer vos mains, encore une fois, sur les cuisses ou les genoux, avec les paumes de main offertes vers le ciel. Et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer un petit peu plus fortement sur le bout de vos doigts pour bien sentir la connexion entre les deux doigts. Et observez votre respiration à nouveau. Alors, si vous aviez un mode de respiration, par exemple abdominal, il est fort possible que vous n'observiez pas beaucoup de changements. Si votre respiration était un petit peu plus haute, peut-être que ça va changer. Et peut-être aussi que ça ne changera pas. Observez. Et puis éventuellement, vous allez tourner les paumes de main vers le sol. Donc, vous allez les appuyer peut-être sur vos cuisses ou vos genoux. Vous gardez toujours le contact entre le pouce et l'index. Et à nouveau, vous observez s'il y a une différence qui s'installe dans votre respiration. Et si je vous le mentionne, c'est parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu différent. C'est à vous d'observer. Comme c'est des sensations qui sont subtiles, peut-être des fois que ça prend un certain temps avant de les percevoir ou même de les décoder. Ces perceptions-là sont peut-être au rendez-vous pour vous aujourd'hui et peut-être pas. Aucun jugement à apporter. Simple observation de ce qui est dans l'instant. Puis ensuite, vous allez prendre l'orientation des mains qui est la plus confortable pour vous. Est-ce que c'est avec les mains offertes vers le ciel ou tournées vers le sol? Et après avoir observé votre respiration, vous allez observer un peu plus votre état émotionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Vous sentez-vous plus calme, plus détendu? Ou au contraire, plus énervé? Tout est possible. Observez également ce qui se passe dans vos pensées. Est-ce que les pensées sont calmes, neutres? Avez-vous l'impression d'avoir aucune pensée? Ou au contraire que c'est un film qui défile sans cesse avec plein d'informations? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des formes géométriques? Et puis éventuellement, vous allez observer plus au niveau de vos mains. Vous allez observer la forme que fait votre pouce et votre index et le paume de main. La paume de main, parfois, va devenir très chaude. Vous allez peut-être percevoir des pulsations, des battements, des picotements. Puis parfois, ça va être plus frais. OK? Alors, c'est comme une espèce de creuset dans lequel vient se déposer une formidable énergie. Et donc, observez. Puis, vous pourrez relâcher le contact entre le pouce et l'index.
Laissez vos mains s'ouvrir. Et puis, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à laisser le cœur, l'esprit, la conscience s'ouvrir toujours davantage. Mettez un sourire sur vos lèvres. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Et là, je vous laisse quelques instants pour noter avec votre papier, votre crayon, les diverses sensations que vous avez perçues. Et en même temps, je vais vous donner peut-être un petit peu plus d'explications sur cette mudra. Juste par la forme des doigts. OK? J'ai fait un O avec le pouce et l'index. Et si je mets ma main comme ça ou comme ça, je ne sais pas trop, à l'endroit à l'envers, ça fait Om. O-M. OK? Comme si ces trois doigts-là faisaient un M et puis j'ai un O. OK? Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'on est capable d'écrire le mantra universel du Om avec nos doigts, simplement en les plaçant de cette façon-là. Et c'est pour ça que cette mudra-là en particulier est extrêmement puissante, parce qu'elle invoque finalement toutes les forces de l'univers en même temps. Tout le monde connaît le son que fait deux mains qui jouent ensemble. Tout le monde a entendu le son de deux mains ensemble, mais est-ce que vous avez déjà entendu le son d'une seule de vos mains? OK. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder votre main, regardez le dessus de vos mains, regardez vos doigts, vos jointures, vos ongles. Tournez, regardez la paume à partir du poignet, allez jusqu'au bout des doigts. Faites-les bouger rapidement. Et puis ralentissez le mouvement. Pour aller, vous pourriez même fermer les yeux pour éventuellement replier les doigts le plus lentement possible. Et oser entendre ce qui ne peut être entendu. Osez voir ce qui ne peut être vu. Et vous allez ouvrir votre main où les doigts sont rigides, OK? Et je vais vous demander, ici, le pouce représente ce que je suis profondément. Représente ma nature véritable, essentielle, divine. Le pouce représente la divinité, le divin. On pourrait même dire que ça représente Dieu. L'index va représenter ce que je suis présentement, ma personnalité, mon ego. L'index, il va représenter, avec les deux autres doigts, les états du mental. OK? Et l'état qu'on va appeler l'état dynamique, l'état rajasique, ça va être représenté par le majeur. Et d'ailleurs, si vous voyez quelqu'un qui vous fait un doigt d'honneur, habituellement, c'est assez spontané, ça sort tout seul, le doigt se lève, c'est dynamique, ça m'exprime quelque chose que, ouf, faut que ça sorte. L'annulaire représente l'état sattvique, l'équilibre. OK? Alors que le petit doigt représente plutôt l'état tamasique, l'état inertie. Et d'ailleurs, dans notre langage, souvent on va dire « Ah, écoute, moi je ne lèverai pas le petit doigt pour cette personne-là ou pour cette cause-là. » C'est pas pour rien qu'on dit ça. Quand je dis « je ne lèverai pas le petit doigt », ça veut dire que je ne ferai rien, ou presque. Donc, c'est vraiment un état d'inertie qui est déjà représenté dans nos mains, puis ça se reflète dans notre langage populaire. Alors, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse à la fois en équilibre, puis à la fois
dans l'ordre de l'univers, il faut que je prenne la décision à la fois, oui, d'aller vers l'autre, mais en même temps, je ne garde pas le doigt droit, hein, je le plie un tout petit peu, et automatiquement, le pouce va venir à ma rencontre. La divinité, le Dieu va venir à ma rencontre pour faire en sorte que les 3 autres doigts vont aussi s'assouplir. Et si j'ai besoin d'être dynamique, si j'ai besoin d'être en équilibre, si j'ai besoin plutôt de m'asseoir dessus, de me reposer, je vais être capable de le faire. OK? Et donc, je vais être capable de le faire en équilibre, en gardant de la souplesse dans ces doigts-là, plutôt qu'en les gardant rigides, puis vraiment très raides. Donc, il y a de la souplesse. Wow, c'est génial. C'est à la fois une précision et une subtilité incroyable. Il y a aussi des questions spécifiques que je vais continuer avec les réactions, les expériences par rapport à l'expérience qu'on a faite. Puis, si tu veux, après, je pourrais poser quelques questions parce qu'il y en a qui demandent sur les peurs, l'anxiété, différents sujets. Quel mudra on peut faire? Donc, Christelle qui écrit chaleur et énergie dans les mains. Bibiane, en position paume vers le haut, respiration plus ample, en position vers le bas, tendance à l'anxiété. Je pourrais intervenir là. Il y a effectivement une différence. Et ce que je peux dire, c'est que quand les paumes de main sont offertes vers le ciel, ça favorise un mouvement qui est plus vers le haut, quand on a parlé des mouvements énergétiques tantôt. Et ce mouvement-là, ça me donne un mouvement d'ouverture. Quand les paumes de main sont tournées vers le sol, la respiration à ce moment-là va provoquer un mouvement d'énergie vers le bas, qui est un mouvement d'élimination et en même temps un mouvement qui est aussi comme plus renfermé ou plus fermé. Est-ce que l'on fait les gestes en fonction de la partie du corps déficiente ou de l'énergie bloquée qui ne peut s'y rendre? Des fois, on va travailler sur une partie du corps qui va permettre d'amener un équilibre plus rapide, puis des fois, ça ne sera pas approprié. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui aurait, par exemple, un mal de tête ou tendance à avoir des migraines. Cette personne-là, je ne travaillerai pas sur la tête parce qu'il y a déjà énormément d'énergie. Je vais amener l'énergie vers une autre partie du corps, même avec les mudras. Et parfois, je ne pourrais pas le faire de façon trop rapide. Okay? Il va falloir que j'y aille par palier parce que ça risquerait, si je le fais trop rapidement, de provoquer la sensation d'être dans un ascenseur au dernier étage d'un immeuble, puis de descendre tout de suite au bas, avec l'impression que tout le reste est resté en haut avant d'arriver en bas. Alors là, je vais y aller par palier. Autrement dit, je ferai une pratique de mudra où j'arrêterai l'ascenseur de palier en palier. D'abord, si je parle du mal de tête, de partir de la tête, je descendrai ça vers la gorge, vers le cœur, vers le plexus solaire, vers le ventre, et etc., plutôt que de descendre ça tout de suite au ventre ou aux pieds, là. Alors, ce que vous allez faire, toujours bien assis, bien sûr, le dos droit, les épaules détendues, la tête en équilibre au sommet de la colonne vertébrale, et rappelez-vous que pour bien la placer, vous retournez la langue au palais, mais loin vers l'arrière, dans l'espace où il y a le palais dur qui remonte et le palais mou qui redescend. Vous placez la pointe de la langue à cet endroit-là, vous appuyez, et là, si la tête n'est pas vraiment bien placée, elle va se placer d'elle-même. Puis ensuite, vous relâchez. Et vous allez imaginer que vous venez déposer au sommet de votre tête une fleur aux 1000 pétales. Et sa tige pénètre dans la colonne vertébrale. En inspirant, vous allez imaginer que de l'énergie sous forme lumineuse, qui vient toujours de l'immense sphère de lumière que vous avez placée au-dessus de votre tête, traverse les pétales de la fleur, puis ensuite pénètre dans votre tête et dans votre corps. Observez la sensation. Et puis éventuellement, vous allez sourire. Et vous allez continuer d'inspirer et de laisser cette pure lumière vous pénétrer.
Observez les sensations au niveau de la tête, du reste du corps. Et n'hésitez pas vraiment à faire un grand sourire. Il n'y a personne d'autre qui vous voit. Et puis éventuellement, cessez de sourire complètement. Observez la sensation, soit au niveau de la tête ou dans votre état intérieur. Et si vous avez un doute, souriez à nouveau. Et vous pourrez alterner, là, sourire et pas sourire, pour être sûr de ce que vous percevez intérieurement. Et puis éventuellement, vous pourrez ouvrir les yeux. Le sourire, là, ça ouvre des circuits énergétiques dans le corps, dans le cerveau, et ça permet même, au niveau de la fontanelle, c'est pas physique, on s'entend, mais il y a une espèce de jeu qui se fait, qui fait que ça ouvre. Et parfois, l'impression que la fleur qui est au-dessus de la tête, qui est toute heureuse de s'épanouir et de s'ouvrir, c'est comme si en arrêtant de sourire, elle vient s'écraser, puis faner presque. Puis ça s'est répercuté personnellement là, dans tout le reste de mon corps, une espèce de grosse tristesse lourde. Oh! C'était lourd. Et c'est juste sourire. Oui! OK? Alors, n'hésitez pas à sourire quand vous faites vos pratiques. Ça permet à l'énergie de mieux circuler dans le corps. Et attention, attention, parce que c'est dangereux de sourire. Ça peut être contagieux et ça peut mettre de la joie autour de vous. C'est sûr que mettre un sourire quand on se concentre, habituellement, ça se fait pas comme ça. Quand on est concentré, habituellement, c'est comme, il y a comme une espèce de rétrécissement qui est pas péjoratif, là, mais je me concentre, donc je porte mon attention sur quelque chose qui est de plus en plus petit. Et donc, à ce moment-là, c'est normal que le sourire ne soit pas spontané. Mais c'est quelque chose qui est à installer et à ce moment-là, ça vient tout seul. Et quand je dis sourire, là, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment un sourire d'une oreille à l'autre, là. Mais ça peut se faire avec un sourire intérieur qui, des fois, est à peine perceptible extérieurement, mais moi, intérieurement, je vais le sentir. Alors, c'est juste à mettre en pratique parce que c'est vraiment très, très, très puissant. Et euh, ça change le cerveau, ça change les substances biochimiques que le cerveau va produire et va déverser dans la circulation. Ça va faire beaucoup, beaucoup de choses, le sourire. Et moi, je considère que l'asana sourire, c'est la première posture de yoga qu'on devrait apprendre dans un cours de yoga. Ce que j'avais envie, c'est de faire aussi une pratique de mudra en mouvement parce que c'est pas toujours en statique. Et ça a aussi une symbolique et encore une fois une pratique puissante. Les personnes qui me connaissent savent que j'utilise le mot puissant, puissante très souvent. Parce qu'effectivement, c'est ça, ces pratiques-là. Puis c'est intéressant parce que souvent, on n'ose pas utiliser ce mot-là. On pense qu'il a trop de force, on est trop petit pour pouvoir y faire face. Moi, j'aime ça que tu l'utilises parce que ça nous permet d'entrer dans notre pouvoir intérieur. C'est superbe. Est-ce qu'on fait la pratique en mouvement? Mm-hmm. Ouais. Alors, vous pouvez la faire en posture assise, vous pouvez la faire en posture debout. Moi, pour les besoins de la caméra, je vais rester assise, mais vous pouvez à ce moment-là avoir suffisamment de place pour monter les bras de chaque côté et au-dessus de la tête. OK? La mécanique de la posture comme telle ou de la mudra, c'est un prana mudra, ça veut dire une mudra d'énergie. Si vous êtes assis au sol ou sur une chaise, vous descendez les mains, vous pouvez même toucher le bout des doigts au sol. Si vous êtes en posture debout, les bras sont légèrement écartés du corps, les paumes de main sont comme vers le sol. OK?
Et donc, ce que je vais faire, ça va être simplement soulever les bras pour les amener au-dessus de la tête, en tournant, rendu au niveau des épaules. Les mains viennent se rejoindre en position de prière, là, une sur l'autre, au-dessus de la tête. Puis éventuellement, je vais ramener les bras en position de prière au cœur. Puis ensuite, je vais tourner les paumes de main vers l'avant et je vais pousser les bras le plus loin possible avant de les ouvrir à hauteur d'épaule en respectant mes capacités et mes limites. Évidemment, je vais ramener les bras l'un sur l'autre. Les paumes de main se touchent. Je les ramène vers le cœur. Ensuite, je tourne les paumes de main vers le ciel. J'élève les bras au-dessus de la tête. Et puis éventuellement, je laisse les bras redescendre de chaque côté du corps dans la position initiale de départ. Ça va? Alors ça, c'est la mécanique de la gestuelle. C'est pas trop compliqué. Et là, on va le faire avec l'inspire et l'expire. Donc, j'expire complètement. Puis en inspirant, je vais soulever les bras. Tant et aussi longtemps que j'inspire, mes bras sont en mouvement. Sur l'expiration, je vais ramener les mains en position de prière au cœur. En inspirant, je vais pousser les bras vers l'avant, puis ouvrir grand. Sur l'expiration, je vais ramener les bras, les mains l'une vers l'autre, puis vers le cœur. En inspirant, je vais soulever les mains pour les amener vers le ciel. Et sur l'expire, je vais laisser les bras redescendre de chaque côté. Alors là, on a la mécanique. En même temps, on fait jouer les épaules. On ouvre la cage thoracique. On a la respiration avec le rythme des mouvements. On va rajouter l'intention maintenant. Donc, toujours même mouvement, mais cette fois-ci, je vous donne les indications sur l'aspect symbolique. Expirez bien. Et en inspirant, en soulevant les bras, je vais chercher toutes les forces et les énergies de la terre. Rendu à hauteur d'épaule, je vais accueillir, recueillir toutes les forces du ciel, de l'univers. Et sur l'expire, je vais faire pénétrer profondément à l'intérieur de moi, dans l'espace sacré du cœur, toutes ces forces et ces énergies. Je vais prendre le meilleur de moi-même pour l'offrir aux autres, avec un sourire. Et sur l'expire, je vais accueillir, recueillir, que tout le monde a à offrir, mais en même temps, je prends ce qui me convient et je ramène ça profondément à l'intérieur de moi. Et à nouveau, je vais pouvoir offrir au reste de l'univers, à mon environnement, à ceux qui sont autour de moi, rayonner ce que je suis, pure lumière et amour infini. Allez-y à votre rythme. Inspire. Allez chercher tout ce dont vous avez besoin, des énergies, des forces de la terre, des forces du ciel et de l'univers. Sont vôtres. Laissez-les se déposer profondément en vous, dans l'espace sacré du cœur. Et puis, offrez aux autres le meilleur de vous-même, vos expériences les plus lumineuses, ce qui vous représente le plus. Sentez tout l'amour, la chaleur qui se dégage en offrant le meilleur de nous-mêmes aux autres. Et puis ensuite, préparez-vous à accueillir et à recueillir ce que les autres ont à vous offrir. Et forte de cet échange, vous allez à nouveau pouvoir vous exprimer, vous épanouir et rayonner sur votre environnement, votre famille, vos collègues et jusqu'aux confins de l'univers.
Observez bien l'état intérieur dans lequel vous êtes. Et puis éventuellement, vous pourrez prendre une profonde inspiration, ouvrir les yeux. Et si vous avez envie de noter ce que vous avez vécu, ce que vous avez perçu, vous pourrez le faire. Pas compliqué comme geste, mais ça donne une dimension tout autre. On travaille bien sûr le corps, mais on travaille la respiration, puis on travaille l'intention, on travaille nos pensées. Et ça va se refléter dans tout ce que l'on est. Ce qui fait que en intention, en parole, en intention, en pensée, en parole et en action, tout va être teinté de ce que je suis profondément. Ma nature véritable et profonde, c'est d'être pure lumière et amour infini. Trouvez votre propre façon de définir cette nature véritable et profonde, et c'est ce que vous êtes. C'est superbe. Ça amène toutes les dimensions de notre être dans une même pratique, une intention très forte, très puissante. Ce que je retiens aussi, c'est la force de l'intention. Lorsqu'on fait ces gestes, ils ont un effet, lorsqu'on y rajoute en plus de ça l'intention, ça a une portée encore plus grande. Parce qu'on peut, mais de faire les gestes mécaniquement, ça a un effet. Mais là, d'y rajouter l'intention, ça multiplie encore plus les effets. C'est tout simplement incroyable. Alors, ce qu'on a fait, c'est Chin Mudra ou Jnana Mudra, dépendant de l'orientation des mains. Chin Mudra, Jnana Mudra. OK? Vous allez trouver plein d'informations là-dessus sur Internet. C'est une mudra qui apporte de la douceur au cœur, qui ramène à la respiration au niveau du ventre, qui calme les émotions et le mental. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être aidant pour l'endormissement, mais avec conscience, pourquoi pas. Et ensuite, on a fait Prana Shakti Mudra, qui était le mudra de grands mouvements comme ça, un mouvement qui est là pour aller chercher tout ce dont on a besoin, offrir le meilleur de nous-mêmes. Des fois, je le traduis en français par la mudra du donner et de recevoir, où est-ce que les deux, comme n'importe quoi dans la vie, doivent être en équilibre. Je vais vous demander encore une fois de vous asseoir pour être confortable. Justement, de placer les mains en Anjali Mudra, donc les paumes de main qui se touchent l'une vers l'autre. Vous pouvez fermer les yeux, pencher la tête doucement vers l'avant, comme si vous vouliez regarder vos mains, vos doigts. Dans le fond, ce que je vous demande, c'est de regarder plus l'espace intérieur, l'espace sacré du cœur. Et ici, j'ose offrir mes respects, ma profonde gratitude pour les maîtres de sagesse, les maîtres de yoga, la lignée des maîtres qui m'ont enseigné. Je leur rends hommage pour la clarté, la puissance, la profondeur de leur enseignement. Je les remercie d'avoir partagé si ouvertement leur passion et leur connaissance. Je souhaite que vous receviez les bienfaits, que vous en profitiez pleinement pour continuer le cheminement qui est vôtre. C'est à tout le moins la grâce que je vous souhaite. Prenez une profonde inspiration, laissez le cœur, l'esprit, la conscience s'ouvrir toujours davantage. Et quand vous serez prête, vous pourrez simplement ouvrir les yeux. Merci, merci et merci. Merci beaucoup, Lokana. Namasté. Et n'oubliez pas qu'on est toujours relié par le cœur. Oui, voilà. Au revoir.